Si vous avez vu la série Loki sur Disney+, alors vous êtes très certainement perdu, ce qui est totalement normal puisque l'intrigue est d'une complexité sans nom. Oui, je sais, la saison 1 est sortie il y a plus d'1 an et il m'a fallu autant de temps pour m'y mettre. Et après l'avoir visionné, je vous garantis que c'est de loin, avec WandaVision, l'une de mes séries préférées du MCU. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Marvel et plus précisément d'un protagoniste du MCU, Loki, et de la série qui lui a été entièrement dédiée. Entre vérité et mystère, histoire et explication, je vous présente dans cette vidéo mon analyse en détail sur la série du Dieu de la Malice. Mais avant toute chose, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait très plaisir, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans plus attendre. Si vous appréciez mon contenu, si vous aimez les jeux, les séries, les films, les histoires, les théories, vous êtes au bon endroit. Ici, je suis là pour vous servir et pour vous divertir. On se rapproche des 100 000 abonnés et on doit les atteindre avant la fin de l'année 2022. Bien entendu, on n'oublie pas de poser son petit pouce bleu, d'activer la cloche et on est parti. Installez-vous confortablement, prenez des pop-corns, détendez-vous. Je vais vous révéler aujourd'hui tout ce qu'il faut comprendre après avoir vu la série Loki. Et comme toute vidéo impliquant des révélations, il est dans mon devoir de vous rappeler que tout ce qui va suivre n'est pas sans être rempli de spoilers. Croyez-vous à l'existence de mondes parallèles? Pensez-vous qu'il existe, au-delà des barrières de notre univers, d'autres dimensions quasi similaires à la nôtre, ou un autre vous, une version alternative de votre être, évoluerait, vivrait des événements identiques, ou bien se différencierait dans les plus petits détails? La notion de multivers devient de plus en plus présente dans l'univers cinématographique de Marvel et la série Loki s'attaque sincèrement au sujet. Mais avant le show consacré aux frères de Thor, depuis quelques films, Marvel a touché à l'idée que des univers parallèles coexistent, notamment dans Doctor Strange ou même dans Avengers Endgame, à travers le casse temporel. C'est d'ailleurs le point de départ de la série. Tony Stark et les autres Avengers, pour récupérer les pierres d'infinité afin d'annuler le snap de Thanos, ont traversé l'espace-temps vers des dimensions alternatives à leur réalité. C'est ainsi que pour mettre la main sur le Tesseract, abritant la pierre de l'espace, les Avengers se rendent dans une réalité parallèle, en 2012 à New York, où leurs doubles viennent d'arrêter Loki et les Chitauri. C'est le dénouement de Avengers premier du nom. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, et les Avengers voyageurs du temps vont laisser tomber au pied du Loki de 2012 de la réalité dans laquelle ils sont, le Tesseract. Le dieu de la malice va alors saisir l'artefact et profiter de l'occasion pour s'échapper en se téléportant dans le désert de Gobi en Mongolie. C'est ce Loki alternatif de 2012 que nous allons suivre tout au long de la série. Il n'a évidemment pas connu tous les événements qui ont suivi dans la timeline originale, tout ce qu'il se passe dans les films que nous avons pu voir après le Avenger 1. Quand il atterrit dans ce désert, il n'a pas le temps de respirer puisqu'il est fait immédiatement prisonnier par le tribunal des variations anachroniques, arrêté pour crime envers l'éternel flux temporel. Le premier épisode du show ne manque pas dès le départ de soulever énormément de questions et on comprend d'emblée que la notion de temps et d'espace va être le fil conducteur de toute la série. Et qui dit espace-temps dit dimension et cela nous renvoie directement à la considération d'un multivers. De là découle le tribunal des variations anachroniques, une organisation bureaucratique située hors de l'espace et du temps, constamment en mouvement, chargée de préserver l'éternel flux temporel ou la timeline sacrée, vous l'appelez comme vous voulez. Si tous ces mots peuvent vous impressionner, le concept est plutôt facile à saisir. En effet, on apprend dans la série qu'autrefois, il y a très longtemps, une grande guerre multiverselle faisait rage, opposant de nombreux flux temporels se disputant la suprématie.
Chaque flux temporel était composé de plusieurs réalités parallèles coexistantes, et la guerre entre tous ces flux allait bientôt mener au chaos et à la fin de tout le multivers. Les rencontres entre plusieurs mondes parallèles ne se terminent jamais bien. La guerre multiverselle prit fin et le multivers fut apaisé quand une temporalité unique jaillit de tout ce désordre, l'éternel flux temporel, regroupant toute une collection d'univers parallèles qui coexistaient sans jamais se heurter, se traverser ou se toucher. L'éternel flux temporel constituait donc une seule et unique ligne, remplie de dimensions parallèles qui jamais ne se touchent, le tout résidant en paix et harmonie. Et c'est là où le tribunal des variations anachroniques est apparu. Il fallait préserver cette timeline sacrée. Tous ces univers parallèles présents dans l'éternel flux temporel suivent un scénario strict, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Tout est écrit et cela remet en question le libre arbitre des personnages. La problématique de la maîtrise ou non de nos choix est abordée dans la série, ce qui n'est pas inintéressant car cela soulève des questions. Dans l'éternel flux temporel, est-on vraiment maître de nos actes ? De nos choix. Le show répond très bien à tout cela, notamment au dénouement de la saison 1. Tout est écrit et prévu depuis le début. Savoir cela s'avère être très frustrant, mais en même temps, l'harmonie du multivers est préservée et une guerre multiverselle est évitée. Mais l'éternel flux temporel peut rencontrer des divergences, ce que le TVA doit surveiller activement. Parfois, il arrive que dans un des univers qui composent la timeline sacrée, certains personnages s'écartent de leur chemin tout tracé et provoquent le détachement d'une branche de la ligne de l'éternel flux. C'est ce qu'on appelle un événement Nexus. D'ailleurs, il est légitime de se demander si un événement Nexus ne se produit pas quand justement un personnage vient véritablement d'user de son libre arbitre et a donc fait un choix, coupant ainsi avec son scénario préétabli. Quand un personnage provoque un Nexus, il devient un variant aux yeux du TVA, car il a quitté sa route principale et ne suit plus son histoire qui lui était destinée. Le TVA est là pour gérer les variants et les nexus qui en découlent. Le tribunal va agir de la manière suivante. Un personnage s'écarte de sa trame qu'il doit suivre, il devient un variant et une branche se détache de la ligne de l'éternel flux, créant une réalité alternative parasite, une anomalie. Les agents du TVA, qui peuvent se déplacer à travers la timeline sacrée comme bon leur semble, se rendent dans cette branche marginale, cette anomalie, capturent le variant et déposent une charge de réinitialisation qui brouille l'anomalie et l'envoie dans le néant. Une gigantesque poubelle dans laquelle tout ce qui a été brouillé par le TVA atterrit. Mais on y reviendra plus tard. Si un variant n'est pas neutralisé le plus vite possible dans l'anomalie qu'il a créée, alors cela risque d'engendrer un effet boule de neige, entraînant d'autres anomalies qui vont se créer. L'éternel flux temporel peut subir des divergences, mais il y a des limites à ne pas dépasser, un point de non-retour à ne pas atteindre, sans quoi la timeline sacrée sera fracturée. Et ce sera la porte ouverte à une nouvelle guerre multiverselle. Loki, en récupérant le Tesseract et en se téléportant dans le désert de Gobi, est devenu un variant à cet instant-là. Il s'est écarté de sa destinée. Son histoire, nous la connaissons, c'est celle que nous voyons à travers les films et qui s'achève lorsqu'il est tué par Thanos au début d'Avengers Infinity War. Dans la série, nous suivons un Loki variant, celui qui a voyagé avec le Tesseract. Et je dis un variant parce qu'il n'est pas le seul. D'autres Loki, qui appartenaient à leur univers respectif, se sont vus devenir des variants en déviant de leur trajectoire prédestinée. Nous rencontrons ainsi Lady Loki, provenant d'une réalité où Loki est une femme, et depuis toute jeune, le TVA la pourchasse. Alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille dans le royaume d'Asgard, elle a divergé de sa ligne conductrice et a provoqué un nexus, mais elle ignore ce qu'il s'est produit. Il y a aussi le Loki dit classique, issu d'un univers à peu près similaire à notre Loki. Il a déclenché un Nexus quand Thanos allait le tuer et qu'il a préféré se cacher. Il a contourné sa mort promise.
Le Loki enfant, quant à lui, a tué Thor, provoquant de ce fait un Nexus. Et puis, dans une autre réalité parallèle, il y a un Loki alligator qui s'est trompé et a tué le chat du mauvais voisin. S'il ne s'était pas trompé, il n'aurait pas engendré un Nexus. De même que Bossful Loki n'aurait jamais dû assembler les 6 pierres d'infinité après avoir vaincu Captain America et Iron Man. Le TVA ne tarda pas à le trouver. Le tribunal des variations anachroniques, dans le cadre de sa préservation de l'éternel flux temporel, brouille donc l'anomalie créée à la suite d'un Nexus, et le variant que le TVA a arrêté est lui aussi brouillé. Tout ce qui est brouillé par le TVA n'est pas annihilé et ne disparaît pas. Tout est envoyé dans le néant, un lieu situé à la fin des temps, hors de l'éternel flux temporel. C'est dans cet endroit que notre Loki se retrouve vers la fin de la saison après avoir été finalement brouillé et qu'il rencontre d'autres variants de lui-même. Le néant est un point situé à la fin des temps. Il est unique et n'appartient plus à l'éternel flux temporel. Comme les mots l'expliquent, c'est un point final. C'est le terminus. Tout ce qui est brouillé par le TVA est en réalité transféré vers cet endroit, y compris les anomalies créées à la suite d'un Nexus. En fait, le néant est surtout une poubelle de variants et d'anomalies brouillées par les agents du TVA. Quand Loki arrive dans cet espace, qui s'apparente fortement à une décharge, il découvre des variants de lui-même, mais aussi Alliot, une entité transtemporelle terrifiante, semant la mort sur son passage. Pour la faire simple, c'est une créature qui décime tout variant dès qu'il y en a un qui atterrit dans le néant. Certains variants ont pu s'en sortir et ont réussi à échapper à la chose, notamment les autres Loki, mais la plupart ont été engloutis. Je pense notamment au USS Elridge, un bateau qui s'est échoué dans le néant, avec des marins à bord, et qui s'est fait massacrer par Alliot. Quand Loki, Lady Loki alias Sylvie et les autres variants du dieu de la malice s'unirent pour battre la créature, nos héros gagnèrent l'accès à la citadelle à la fin des temps. Alliot était le gardien de la résidence de celui qui demeure. Loki et Sylvie étaient les premiers à passer au travers de l'entité. Ce qui m'amène à vous parler de celui qui demeure, celui qui a créé l'éternel flux temporel qui est derrière le tribunal des variations anachroniques et qui réside dans la citadelle située à la fin des temps, hors de la timeline sacrée par conséquent. Si pendant une bonne partie de la série nous pensions réellement que le TVA était dirigé et contrôlé par 3 gardiens du temps selon la propagande de l'organisation, il n'en est rien du tout. Le mythe est détruit quand Sylvie décapite la tête d'un des 3 gardiens et que l'on découvre alors qu'il ne s'agit que d'androïdes programmés pour jouer les maîtres du jeu. Mais c'est celui qui demeure qui est derrière tout cela. Celui qui demeure en la personne de Nathaniel Richards, un humain. Au XXIe siècle, ce dernier avait découvert l'existence du multivers, c'est-à-dire le fait que de multiples univers parallèles coexistent. Cela supposait qu'il y avait un nombre incroyable de versions alternatives de lui-même. Nathaniel Richards rencontra certains de ses alter-ego et ils partagèrent entre eux leurs connaissances, leur savoir et leur technologie. Mais d'autres Nathaniel Richards étaient plus mauvais, plus avides de pouvoir. Ce fut le cas de Kang le Conquérant, une version de Nathaniel Richards profondément mauvaise. Kang voulut dominer tout le multivers et cela déclencha la guerre multiverselle. Dans tout ce chaos, Nathaniel découvrit Alliot. Il exploita le pouvoir de l'entité et mit fin à la guerre. Puis, il isola plusieurs réalités différentes, certaines ayant été détruites par la guerre, et les réunit toutes dans une collection formant ainsi l'éternel flux temporel. Grâce à lui, le multivers fut apaisé et la paix régnait. Il dira plus tard face à Loki et Sylvie: « Une fois que j'ai isolé notre flux, tout ce que j'avais à faire était de gérer le flux du temps et d'empêcher toute autre branche de se former. » D'où le TVA, d'où les gardiens du temps et une bureaucratie très efficace, et en conséquence, des siècles et des siècles d'harmonie cosmique.
Ce Nathaniel Richards qui a prononcé ces mots est celui qui demeure. Il a une maîtrise de tout et c'est tout ce qu'il va se produire dans les différents univers qui composent l'éternel flux. C'est le grand maître. Et Loki l'a très vite saisi. Celui qui demeure est très certainement l'être qui a le plus de pouvoir sur tout le multivers et dans le MCU. Mais voilà, il y a une problématique. Celui qui demeure est en quelque sorte le sauveur. Il y a la paix dans tout le multivers et une harmonie règne. Mais en même temps, à part les variants, toutes les âmes qui appartiennent aux différentes réalités sont, sans le savoir, dépourvues de leur libre arbitre. Et donc, les notions de liberté et de justice sont profondément remises en question. Certains variants sont condamnés par le TVA injustement, alors qu'ils sont persuadés de n'avoir rien fait. Cela constitue un vrai dilemme pour Loki, à la conclusion de la saison. Dilemme parfaitement représenté par l'opposition qu'il a avec Sylvie, son double féminin. Et celui qui demeure ne manque pas de leur préciser cela. Les deux variants Loki peuvent le tuer, mais cela mettra fin à l'éternel flux, risquant ainsi le retour des variants maléfiques de Nathaniel Richards et déclenchant une nouvelle guerre multiverselle. Mais toutes les personnes retrouveront leur libre arbitre. Dans une autre perspective, celui qui demeure leur propose de prendre sa place, lui se trouvant trop vieux et étant fatigué, afin de préserver la timeline sacrée et diriger le TVA. Le choix est vite fait par Sylvie qui tue celui qui demeure, persuadée que ce dernier est en train de leur mentir sur tout. Le cataclysme qui s'ensuit est total. Des anomalies apparaissent en nombre et l'éternel flux s'émiette. Les branches du multivers se heurtent, se croisent, tout part dans tous les sens. Loki, qui a tenté en vain d'empêcher Sylvie d'assassiner celui qui demeure, est de retour au TVA et constate impuissant les conséquences de l'acte de son alter ego dont il est tombé amoureux. Le tribunal a changé, plus rien n'est pareil, et son ami Mobius, qui s'est avéré être un allié puissant dans toute l'aventure, ne se souvient plus de Loki. Une statue qui était à l'origine celle des 3 fictifs gardiens du temps se dresse et représente désormais Nathaniel Richards. Et de ça, nous en déduisons que c'est une statue de Kang le Conquérant. Nous sommes aux portes d'une nouvelle guerre multiverselle et tout le multivers est fissuré. La saison 2 de Loki s'annonce palpitante, d'autant plus pour nos personnages, Loki, Sylvie ou même Mobius, qui seront séparés, au moins pendant un temps, du fait de l'émiettement de l'éternel flux. Car le Mobius que nous voyons à la fin de la saison 1 et qui ne reconnaît pas Loki n'est pas celui que nous voyons tout au long de la saison. Il faut s'attendre à rencontrer beaucoup de versions alternatives des personnages dans le prochain chapitre. Kang le Conquérant arrive et compte bien tout renverser. Et là où ça devient très intéressant, c'est que les studios Marvel ont bien l'intention d'introduire Kang comme un nouveau Thanos, c'est-à-dire comme le prochain antagoniste principal du MCU. Il sera notamment dans Ant-Man 3. À l'occasion, je vous parlerai un peu plus de Kang le Conquérant à travers une autre vidéo. La série plonge Loki dans une véritable introspection et le show est une très belle métaphore de ce voyage intérieur que le dieu de la malice effectue, en se confrontant à ses variants de lui-même, mais aussi en découvrant sa destinée fatale, son passé, son histoire. Grâce au TVA, il apprend et prend conscience des erreurs qu'il a commises. Cela lui permet de regarder en lui, de creuser dans ses souffrances et ses peines. Avant d'être mauvais, Loki est surtout un être qui ne s'aime pas. Mais quoi de plus beau et de plus poétique que de tomber amoureux d'un variant de soi-même pour sceller une réconciliation et faire la paix en soi. Loki va se donner l'amour qu'il n'a jamais voulu s'accorder. Le cheminement intérieur de Loki tout au long de la saison est très intéressant et j'apprécie tout particulièrement le rapprochement qu'il va avoir avec Sylvie, son double féminin. Bouleversée, c'est encore toute jeune qu'elle fut amenée devant le tribunal des variations anachroniques, condamnée à être brouillée. C'est de là qu'elle tient sa rage et sa colère. Elle échappa au brouillage, mais dut passer le restant de ses jours à fuir,
et survivre dans des univers de l'éternel flux où des apocalypses allaient se produire. Les apocalypses lui permettaient de passer inaperçu et de ne pas être repéré par le TVA, car cela avait pour effet de ne pas créer d'anomalies. Sylvie est en tout cela différente du Loki que nous suivons, et ça va aider celui-ci à réfléchir énormément sur lui-même et notamment à répondre à une question. Est-il profondément mauvais? Et la réponse est non. Au fond de lui, malgré son goût pour la destruction et la manipulation, Loki n'aime pas faire de mal aux gens, les blesser ou causer la mort. Dans la cellule temporelle du TVA, c'est face à Sif qu'il comprend. Il est comme il est, car il se hait lui-même. Et il n'est jamais parvenu à créer de vrais liens avec les autres, car il trahissait sans cesse. Et tout ce mal qu'il a répandu ne vient que d'un désir bien enfoui, être aimé. Loki n'a juste jamais eu l'amour et l'attention qu'il souhaitait, et c'est là où le show est particulièrement fort. L'histoire apportée par la série nous réconcilie profondément avec un personnage fort peu apprécié dans le MCU, de par son passé et ses actes. Mais le Loki variant que nous suivons apparaît en quête de rédemption, en pleine remise en question et aspirant à devenir meilleur. Toute cette introspection déclenchée naturellement quand il visionne depuis le TVA sa propre mort. La fin de la saison 1 s'achève positivement. Il a trouvé un ami, Mobius, à qui il accorde sa confiance, ce qu'il n'a jamais fait auparavant, et il a pour la première fois éprouvé de l'amour. Il est tombé amoureux de Sylvie, son alter ego. Certains trouveront ça narcissique, mais bien au contraire, ces sentiments lui procurent de l'amour-propre, le font aimer et l'invitent à se pardonner pour ses fautes passées, et surtout à avancer vers le bien. Il n'y a rien de plus important. J'achèverai la vidéo en disant que Loki est devenu l'un de mes personnages préférés grâce à la série, et j'espère fortement qu'il gagnera en importance